Bienvenue dans le Carré d'As Immobilier, votre rendez-vous incontournable pour tout comprendre sur l'immobilier. Que vous soyez un investisseur débutant, un professionnel chevronné ou simplement curieux, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode, nous recevrons des experts dans le domaine de l'immobilier, des agents, des promoteurs, des investisseurs, des architectes, des notaires et bien d'autres encore. Ensemble, nous explorons les dernières tendances du marché, les stratégies d'investissement, les conseils pratiques pour réussir vos projets et les réglementations à connaître. Notre mission vous fournit les clés concrètes et aspirantes pour réussir avec succès dans l'univers passionnant de l'immobilier. Je suis Marie-Georges Conan. Durant ce podcast, je serai en compagnie de Isaac Wayoro, avec qui nous échangerons en présence de l'expert. Bonjour Isaac, j'espère que tu vas bien. Bonjour Marie-Georges, je vais bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, nous recevons M. Naï. M. Naï qui est de la maison. Oui, c'est ça. Et le thème que nous allons aborder, c'est du plan aux clés en main suivi d'un projet de A à Z. Effectivement, ce thème-là, faut dire que c'est un thème qui va tourner autour de la construction. Exactement. C'est ça, effectivement. Et nous allons échanger avec M. Naï, qui est vraiment de la maison. Il est bien vrai que je connais un peu M. Naï, mais pour nos C'est internautes, ça, on va ça. demander à M. Naï de se présenter. D'accord. Déjà, merci pour l'invitation. Merci, Voilà. Gilles. On est très honoré d'être là au Carré d'As de l'immobilier. Donc, moi, c'est Ange Naï. Je suis entrepreneur dans le domaine de la construction. J'ai plus de 10 années d'expérience. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise, l'entreprise UNBTP. J'ai envie de dire deux parcours. En tant qu'employé, il faut le dire, parce que j'ai beaucoup appris au sein de plusieurs entreprises, de grandes entreprises de la place, jusqu'à me lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat à mon propre compte. Voilà. C'est à féliciter. Oui, ça a félicité, encourager et puis peut-être aussi à suivre pour certains. On va vous suivre encore. Voilà. D'accord, donc on va rapidement rentrer dans le vif du Oui, il sujet. n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'un projet clé en main exactement et en quoi il diffère du projet classique? D'accord. Déjà, quand on parle de projet clé en main, même dans le thème, on retrouve un peu la réponse. Oui, Vous parlez des plans à la réalisation. c'est ça. Voilà, donc le projet clé en main, c'est déjà depuis les études, la réalisation du projet pendant les travaux, l'achèvement du gros œuvre, les travaux de finition, jusqu'à ce que on remette les clés dans la main du propriétaire. De la même manière, on vous achète, je sais que peut-être vous aurez voulu qu'on vous achète une voiture pendant la Saint-Valentin. Voilà, mais quand on va acheter une voiture qu'on va vous remettre, ça sera une belle voiture, une voiture neuve avec une clé, c'est pareil. Ok. Vous pouvez pas dire clé en main pendant que les murs ne sont pas crépis. C'est ça. Voilà, donc c'est une personne qui a fini son projet depuis les études jusqu'à la réception et la maison est fonctionnelle, elle est habitable. C'est ça en fait un projet de A à Z. Voilà. D'accord. Quelles sont les étapes essentielles lorsqu'on démarre un projet de construction ou de rénovation? Bon, il y a plusieurs étapes, hein. Déjà, il y a l'étape des études. C'est une étape qui est très importante. Ok. Une fois que les études sont bien exécutées, sont bien menées, je veux dire, les travaux vont suivre naturellement. Voilà, dans les études, il y a des acteurs clés en fonction du type de projet. Donc, si vous êtes en train de construire votre villa, ça sera pas forcément les mêmes acteurs que si vous êtes en train de construire votre immeuble. Mhm. Parce que l'immeuble a des exigences. Il y a beaucoup plus d'acteurs qui interviennent. Mais vous êtes en train de construire votre villa, vous avez un architecte, à mon avis, c'est déjà pas mal. Un architecte ou un constructeur qui peut vous accompagner techniquement Mhm. dans le montage de votre dossier, c'est-à-dire les plans, les devis, les démarches administratives pour avoir le permis, jusqu'au démarrage de vos travaux. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Ok, mais à la suite de cela, j'aimerais savoir comment vous faites pour choisir vos différents partenaires et prestataires pour mener à bien le projet. D'accord. Déjà, nous, on a un fonctionnement assez atypique qui n'est pas commun. Voilà, moi, sur l'ensemble de mes projets, vous allez voir des personnes avec qui je travaille, ça fait peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans pour certains. Donc, en fait, je travaille à fidéliser les partenaires. Voilà. Parce que, je dis n'importe quoi, on peut me recommander une équipe d'électricité pour faire des travaux. À supposons que c'est la maison de Georges.
que je veux construire, on me recommande tout de suite un électricien avec qui je n'ai pas travaillé, mais qui a peut-être bonne presse ailleurs. Ok. Si je vois que le projet de Marie-Georges est très important, par exemple, en train de construire son immeuble, ça demande en fait que cette personne-là ait un certain niveau d'expérience. Si je ne le connais pas, je ne vais pas l'affecter sur le projet de Marie-Georges. D'accord. Par contre, je peux l'affecter sur un projet qui n'est pas, je vais dire, très important. Quand je dis très important en termes de technicité. Voilà, un petit projet, on aurait construit une villa basse, on aurait construit une chambre-salon et deux chambres-salon. C'est ça que j'appelle un projet simple, qui n'est pas trop technique. Donc, je peux décider de tester cette équipe d'électricité là sur ce projet. Bien sûr, c'est bien encadré. Voilà. Et si cette personne fait ses preuves au fur et à mesure, je lui donne beaucoup plus de responsabilités. Donc, ceux avec qui je travaille aujourd'hui, c'est des personnes qui ont déjà fait les preuves. Au point où je peux leur confier des chantiers où j'ai pas besoin d'être tout le temps là, chaque jour pour dire est-ce que ça s'est bien fait, est-ce qu'on a déjà fait un parcours, on a déjà fait des projets qui ont été une réussite. Donc, voilà un peu comment on s'organise en interne. Voilà. Ça dit que vous avez des points sur lesquels vous tablez avant de choisir un partenaire. Bien sûr, la compétence, notre métier est assez technique. Vous voyez, vous pouvez faire une belle maison. Le cas de l'électricité tout à l'heure, si vous n'avez pas eu un bon électricien, vous pouvez finir. On vous donne la clé de votre maison et une semaine après, il peut y avoir un incendie de votre maison. Un incendie qui émane pas forcément de la cuisine, mais qui émane de l'électricité. Simplement parce que des câbles n'ont pas été bien branchés. C'est ça. Ouais. Donc, vous voyez un peu le risque donc, de travailler avec quelqu'un qui peut saboter tout votre travail. Peut-être vous avez bien fait votre gros œuvre, mais juste un problème d'électricité peut saboter toute la maison, ou bien un problème d'étanchéité. On est dans la maison, il y a toujours de l'eau. Donc, un seul prestataire peut mettre en péril en fait tout l'ouvrage. Tout le cheminement. Voilà. Donc, c'est-à-dire quand je parle de fidéliser des personnes, c'est des personnes avec qui j'ai déjà fait un parcours. On a peut-être même eu des challenges sur certains chantiers, mais au final, tout s'est bien passé. Oui. Donc, ces personnes-là, il y a déjà des réflexes, il y a déjà les principes techniques qu'ils maîtrisent et vous savez qu'il y a des choses pour pas venir vos chantiers comme vous leur confiez des tâches. Ça, voilà. Donc, c'est un peu ça en fait. D'accord. Mais quels sont les outils et les méthodes que vous recommandez pour une meilleure planification de ce genre de projet? Déjà, c'est vrai qu'il y a pas mal d'outils dans la gestion de projets, mais je parlerai plus de méthodes. Ok. En termes de méthodes, déjà, dans la phase des études, il faut avoir le maximum de séances de travail possible avec les différents acteurs du projet. Vous savez, un projet de construction, c'est au moins 10 à 15 lots, 15 corps de métier qui interviennent. Donc, vous ne pouvez pas décider juste de commencer votre projet seulement qu'avec votre maçon. C'est pas suffisant. Vous voyez? Donc, quand vous commencez votre projet, il y a l'électricien qui intervient. Il y a le plombier qui intervient. À un certain niveau d'avancement du projet, il y a d'autres corps de métier qui vont intervenir. Donc, dès le démarrage du projet, tous ces acteurs clés, ou vous voulez ces prestataires ou ces sous-traitants, doivent connaître le projet. Ils pourront même vous conseiller même dans la phase des études. Parce que même les devis, pour faire des devis beaucoup plus justes, il faut que ces personnes-là déjà interviennent. Ils pourront faire des propositions pour optimiser en fait les coûts. Vous voyez? Voilà. Donc, quand ils sont associés, dès le départ, ça vous permet déjà d'avoir une équipe, j'ai envie de dire, d'avant-projet qui connaît le projet avant même qu'il ne commence. Ça, c'est vraiment déjà la première étape. Ça, c'est la première étape. Voilà. Après ça, il y a la bonne gestion en fait des espaces. Vous avez un site, vous voulez construire. Peut-être c'est un terrain de 500 mètres carrés. Vous voulez construire votre maison qui est sur 150 mètres carrés. Imaginez que vous commencez à verser le sable, le gravier, le ciment, amener ça n'importe comment sur le chantier. Et quand on veut commencer, on se rend compte que où on a versé le gravier, c'est là que la maison doit être implantée. Donc il faut bien gérer l'espace. Il faut faire, dans notre métier, on parle d'un plan d'implantation. Voilà, il faut faire un plan d'implantation. On sait que la maison va occuper tel espace. On sait qu'il y a des angles morts où on peut, par exemple, stocker le sable, le gravier. Vous voyez un peu, non? Donc tout ça, il faut bien définir dans l'étude. J'ai envie de dire, l'autre chose aussi qui est importante, c'est les fournisseurs. Il faut bien caler, en fait, les fournisseurs avec lesquels vous voulez travailler. Il faut vous assurer qu'ils ont ce que vous voulez à temps. Parce que si vous êtes sur une liste d'attente, quand vous allez vouloir commencer, peut-être le gars va vous dire, ah, les briques là, c'est maintenant que je viens de taper. Quand on tape les briques aujourd'hui, pour utiliser au moins 7 jours après. 7 jours après. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait un temps de séchage.
Ça, c'est le minimum. Donc, si vous partez chez votre fournisseur, bon, j'ai besoin de mes briques aujourd'hui, les gens ont fini de creuser, on doit monter les murs. Il dit, patron, il n'y a pas de problème, hein. Mais vous aurez ça dans 7 jours. Oui, non, donc, c'est tout ce travail-là en amont qu'il faut vraiment bien préparer pour mieux amorcer, en fait, votre chantier, quoi. Voilà. Oh, mais ça demande beaucoup de technicité. Hein. Oui, beaucoup de technicité, beaucoup d'organisation préalable. Et ça, je dis, ça, le chantier n'a même pas commencer. C'est vraiment toutes les démarches préalables qu'il faut. Voilà. Ok. Et est-ce que vous êtes du genre à piloter tous vos projets ou vous déléguez facilement? Je délègue difficilement. Mais je délègue. Ok. Je délègue. En fait, moi, mes gars, mes équipes, c'est... Je leur dis souvent, après l'armée, c'est le génie civil. Voilà. Donc, moi, je dis, après l'armée, c'est le génie. Donc, la même discipline qu'on a dans l'armée, on doit pouvoir l'avoir dans le génie civil. Parce que quand on parle de construction, c'est le génie civil. Et ceux à qui je délègue, au point où je peux dire, il n'y a pas de point où vous pouvez le faire, c'est des personnes qui ont déjà fait les preuves. Okay. Voilà, parce que dans la question de délégation, il faut, je vais peut-être utiliser des termes qui ne sont pas forcément, mais il faut des fils. C'est quoi? C'est-à-dire, quand je dis il faut des fils, il faut des personnes qui travaillent comme moi. Ok. C'est-à-dire, ils savent que si je vois le travail des maçons, la même réaction que j'aurai si le travail n'est pas correct, il faut que cette personne-là ait la même réaction. C'est ça que j'appelle faut avoir des fils. Okay. Donc, autrement dit, il faut pouvoir se dupliquer. C'est savoir double. Voilà. Donc, les personnes en qui j'ai réussi à me dupliquer, je les délègue des tâches très facilement. Mais les personnes en qui je ne me suis pas encore dupliqué, ça prend du temps. Obligé d'être sur le terrain pour je voir. suis obligé d'être sur le terrain. Je séquence les travaux par phasage. C'est-à-dire, quand ils veulent couler les fondations, même si on dit le boss est en Chine, s'il faut qu'ils attendent, ils vont attendre. À moins que je détache quelqu'un, voilà, qui est comme un fils, voilà, qui peut aller réceptionner, qui va m'appeler pour dire c'est bon, et puis je peux leur permettre de le faire. Si on doit couler une dalle, si j'ai pas jeté un coup d'œil, c'est compliqué. Voilà, à moins que ça soit un fils, voilà. Et j'en ai, par la grâce de Dieu. Ah. Et quels sont les principaux défis que vous rencontrez lors de la mise en œuvre d'un projet? Déjà, les défis sont légion. Hein. Tout à l'heure, vous avez parlé en fait j'ai parlé tout à l'heure des choix des prestataires. Voilà, parce que quand vous avez sur des chantiers, plusieurs corps de métier à exécuter, les gens viennent avec leur manière de faire. C'est-à-dire même le chef maçon, vous le connaissez, il peut être correct. Mais si c'est un chantier qui demande en fait qu'il y ait du monde, il va recruter des personnes. Oui. Je veux 10 maçons, parce qu'on a des objectifs à atteindre. Ok, il envoie 10 maçons. Mais parmi les 10 maçons là, il y a peut-être 5 ou 6 qu'il maîtrise. Et il y a peut-être 3 ou 4 qui ne maîtrisent pas forcément, mais qui sont de bons maçons. Donc ce sont ces personnes-là qui viendront avec leur manière de faire habituelle, leur comportement, les caractères, les défauts et tout. Donc, au chantier, ils vont vous montrer que vous ne savez pas monter les murs. D'accord. Donc, ils auront tendance à s'imposer, à vouloir faire le chantier à leur manière. Et là, donc, comment vous faites maintenant pour gérer ça? Bon, pour nous autres qui sommes du métier, oui. Je ne vais pas dire que c'est facile à gérer, mais comme je vous ai dit tantôt, moi, en tout cas, tous les chantiers fonctionnent comme dans l'année. Une telle équipe qui a des personnes qui essaient de ne pas rentrer dans le moule, on travaille à les mettre dans les rangs. S'ils ne rentrent pas dans les rangs, on les fait. On les change. Non, ça c'est à la minute. Voilà. Mais pour un particulier qui ne sait pas ça, il va suivre en fait le rythme, l'orientation que ses ouvriers vont leur donner. Mais avec nous, ça ne passe pas. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc ça, c'est déjà, j'ai envie de dire, le premier défi, c'est la gestion du personnel, des ressources humaines. Et ça peut se voir dans tous les corps de métier. Oui. Ok. Autre chose, il y a les fournisseurs. Vous pouvez faire confiance à un fournisseur, même si ça fait des années que vous travaillez. Le fait de faire confiance à un fournisseur ne veut pas dire que vous ne devez pas contrôler le matériel. C'est ça. Vous pouvez aller acheter, par exemple, je dis n'importe quoi. Bon, je vais dire 1000 bois. Vous n'avez pas utilisé les termes techniques. Vous pouvez aller acheter 1000 bois pour faire du coffrage. Si vous n'avez pas, bien sûr, ce n'est pas moi qui vais aller vérifier. Voilà. Mais dans votre organisation, il y a le chef d'équipe qui va s'occuper du coffrage. Voilà, qui va aller sur le terrain pour aller vérifier en fait la qualité des bois. Sinon,
ils ont des stocks de bois qui ne sont pas forcément en bon état. Vous avez demandé 1000, c'est beaucoup. Donc, il va vous mettre au moins 700 ou 750, disons même 700, moi je suis un peu généreux, qui sont en très bon état, et puis ils vont fourrer 300 qui sont 300 qui ne sont pas forcément en bon état. Et vous arrivez au chantier, on se rend compte que vous avez besoin de 1000 pour faire votre travail, mais au final, c'est peut-être 700 ou 750. Voilà, donc vous pouvez vous retrouver en train d'acheter encore à nouveau le bois ou bien de rentrer dans un palabre qui peut retarder en fait les travaux. chantier. Voilà. Et du coup, comment vous gérez les imprévus? Comme cet exemple ou bien peu importe. Peu importe. Peu importe. Déjà, la première des choses, quand il y a un imprévu sur le chantier, pour moi, hein, c'est la communication. Si Isaac vient me voir, je suis en train de construire sa maison et il y a un imprévu. Je donne un exemple. La pluie. On était prêt à couler le béton ce matin à 8 heures, tout était déjà prêt. Et il y a une forte pluie, le coin est inondé et tout, on ne peut rien faire. En temps, Isaac avait besoin que son béton soit coulé à date. Mais la pluie, c'est pas de notre fait. Pour ça encore, on peut dire, on comprend. Oui. Mais ça peut être une situation même, peut-être, on comptait sur une équipe qui devait venir couler, et puis ils sont pas venus. C'est ça. Ça, c'est bon. C'est un cas qui dépend de l'entrepreneur que je suis. Donc, ils sont pas venus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, pour moi, il faut communiquer. Il faut créer un cadre de communication et de franchise avec le client. Parce que si le client n'est pas rassuré, il a l'impression que vous voulez cacher ou camoufler les choses, c'est ça qui va créer en fait des soupçons. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je dis toujours, quand on arrive au chantier, c'est parce qu'il y a des problèmes que nous sommes là. Donc, il faut raisonner en termes solutions. Pourquoi? Non, si on arrive au chantier, que tout est déjà solutionné, on n'a pas besoin d'être là. On peut superviser ou bien... Non, on n'a pas besoin d'être là. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des problèmes. D'accord. Et c'est notre présence. Vous intervenez seulement en cas de problème. Non, Ou, je vais bien vous expliquer. ok. Quand un technicien me dit, monsieur, on a tel problème au chantier, la réponse que je lui donne, je dis, c'est parce qu'il y a ce problème au chantier que tu es là. Ok. Je suis, ça, vous voyez un peu. Oui. C'est ça. La présence du Tu es le technicien. médecin Voilà. Donc là, en fait, ce que je veux leur expliquer, c'est quoi? Tu es au chantier, il y a un problème, c'est normal. Mais toi, tu es là pour apporter des solutions. C'est ça. Donc, quand tu m'appelles, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 propositions sur la table. C'est ça. Et c'est sur ces propositions-là que moi, je peux réagir pour dire, bon, je pense que la proposition 2 est plus adaptée. Mais quand vous m'envoyez un problème, vous n'avez pas encore commencé à travailler. Parce que si vous êtes au chantier, c'est parce que vous êtes là pour résoudre le problème. C'est ça. Vous voyez un peu, non? Oui. Voilà. Donc, quand le palier de la communication est réglé, le prochain palier, c'est de travailler très rapidement à faire des propositions concrètes pour rattraper l'incident. Voilà. Donc, le jour où mon agent rentre là, vous fait appel pour la construction de la maison. Hein. Vous avez dit ça tout à l'heure. Moi, on est prêt à prendre le chèque aujourd'hui. Mais... C'était une prophétie. Oui. J'ai un truc que vous avez dit. J'ai l'impression que les ouvriers, ils sont un peu comme, si je peux faire la comparaison, nos couturiers qui commencent l'habit et puis après vous disent, viens prendre dans tel jour, tu vas retirer ton habit, il n'a pas fait. Ouais. Est-ce que souvent vos ouvriers vous mettent les bâtons dans les roues comme ça? Déjà, par principe, c'est pas les ouvriers, chez nous, c'est pas les ouvriers qui définissent le délai. C'est nous qui définissons les délais et les ouvriers doivent s'organiser pour rentrer dans le délai. Ça, c'est pas principe. Sur nos chantiers, si on décide de commencer à 8 heures, même si tu habites à Bassam, que tu as décidé de travailler avec nous, tu dois te débrouiller pour être là à 8 heures. Après, au cas par cas, on gère. Donc, quand l'ouvrier arrive, il vient trouver un mode de fonctionnement auquel il doit juste s'adapter. D'accord. Donc, si on dit on doit finir ce travail en 1 semaine, excusez-moi, son avis compte pas trop en termes de... Si c'est un délai ferme que j'ai pris le client, son avis compte pas trop. Son avis compte s'il a des propositions à me faire. Ah, chef, on peut travailler de 7h à 15h. On va aller se reposer. On reprend à 19h jusqu'à minuit. Je prends. Au lieu de faire 8 heures de travail, peut-être ça me fait 15 heures de travail par jour. Oui. C'est là que je l'écoute. Mais si je me dis non, comme j'habite à Bassam, on quitte loin, et dit ok, quelles sont les propositions qui vont me permettre de faire ce travail dans 7 jours? Si tu ne rentres pas dedans, on trouve une autre personne. Ouais, on sent la discipline, ouais. La discipline. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Après avoir échangé sur tout ce plan-là, cette première étape, à quel moment les clients rentrent
dans la phase pratique? Oh, déjà, pour être pratique, je vais donner le cas d'un couple. OK. Voilà, je fais une petite parenthèse. C'est un couple qui nous a approchés à l'apéro. Oui. On a signé avec eux. Voilà, on les a accompagnés, on a suivi ensemble les études et tout et tout. Et on a commencé les travaux. Donc, grâce à l'apéro, on a eu un client. Mais eux, ils sont sur le chantier tous les jours. Wow. Et c'est que si vous sur ce podcast, ils vont se... H24. Voilà, bon, j'exagère un peu, mais je vais dire, ils sont présents. Et ça, nous, on est très à l'aise avec. OK. On va plus loin même où... C'est pas un stress. Le stress... C'est un bon stress. C'est un bon stress. Parce que ça permet, en fait, c'est pour ça que je dis la communication est très importante. Ça les rassure. Et puis, ça permet de jouer franc jeu, en fait. Parce que tu montres au client que tu n'as rien à cacher. Oui. Même si demain, il y a un problème, tu lui dis clairement, il y a tel problème. Mais voici, on a déjà trouvé la solution. Ça va décaler de 2 ou 3 jours. Et on rattrape ça et voilà. La personne est à l'aise. Mais si tu veux jouer à cache-cache avec ton client, ça va pas passer. Vous voyez un peu. vrai. Donc, avec eux, à chaque étape, ils sont quasiment là. Quasiment chaque semaine, ils sont là. On a un groupe WhatsApp. Ils ont régulièrement l'avancement des travaux. Quand ils viennent au chantier, je ne les considère pas comme des personnes qui ne sont pas du métier. Je les considère comme des collaborateurs. Donc, je leur explique ce qu'on fait. Ce qu'on est en train de faire, ce sont des fouilles. Ça consiste à faire tel. J'explique ce qu'on fait. Et ça, je pense qu'on va finir dans tel délai. Et après ça, on va faire ça. Quand ils ne comprennent pas, je prends le temps d'expliquer pour qu'ils comprennent quand même un peu. Donc, quand ils partent du chantier, ils vont avec l'idée qu'il nous a dit ce qu'ils sont en train de faire. Il nous a dit ce qu'ils comptent faire. Eux, ça leur permet d'avoir en fait un suivi. Donc, quand ils vous appellent après, c'est que vous avez dit là, monsieur Naï, est-ce que vous êtes en train de faire cela? Donc, ils interviennent dès le départ. OK. Dès le départ des travaux, puisque les études sont déjà faites au préalable. Oui. Voilà. Donc, dès que les travaux commencent, ils sont là. Et moi-même, je conseille à toute personne qui est en train de construire d'avoir au moins un visuel sur, je vais dire, son chantier au moins une fois par semaine. Bon, pour moi, le client, il vient au bureau. Peut-être il a signé déjà le contrat, vous lui avez montré le plan. Il part, vous lui dites, venez dans 2 mois. Il vient, il voit sa maison. Bon, pour moi, c'était comme ça. Non. Nous, on ne conseille pas ça. OK. Si la personne n'a pas le temps, on va même recommander qu'il y ait quelqu'un qui est un peu disponible, qui peut se rendre disponible. C'est une ou 2 fois, je veux dire par mois. Il faut que la personne vienne quand même regarder ce qui est fait. D'accord. Voilà. On voit qu'il y a la clairvoyance dans ce que vous dites. Vous permettez au client même d'être toujours présent sur le terrain pour suivre les travaux avec vous. C'est ça. C'est intéressant. Mais après cela, y a-t-il des erreurs courantes à éviter pour éviter les retards sur les cours, ce genre de choses-là? Pour éviter des retards par rapport au délai. Au délai, oui. Oui, il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter. Déjà, quand une semaine commence que les objectifs au chantier ne sont pas clairement définis, c'est déjà une erreur. Parce que s'il n'y a pas d'objectif clair, pour dire cette semaine, voici en termes de rendement ce qu'on doit avoir au chantier, vous n'aurez pas forcément le rendement. Vous allez dire, mon chantier avance, mais est-ce qu'il avance avec un bon rendement? Un maçon, par exemple, a la capacité de monter une certaine surface de briques par jour. Il a la capacité de monter une certaine de crépir une certaine surface par jour. Donc, c'est des choses que, je vais dire, dans votre organisation, que vous devez prendre en compte. Oui. Donc, vous pouvez dire, cette semaine, voici les objectifs. Et les objectifs, vous devez travailler à ce qu'ils soient atteints. Quand ce n'est pas atteint, après, ça peut jouer en fait sur le planning global. Vous dites, vous livrez dans 6 mois. Mais 6 mois, ça peut se décliner en 1 mois, en semaine, en jour. Et ça se voit un peu. Donc, quand vos objectifs sont très clairs comme ça, par semaine que vous déclinez par jour, ça va vous éviter en fait des retards. Voilà. Votre livraison la plus rapide a été sur combien de mois? Notre livraison la plus rapide. Bon, déjà, ça me fait penser à un projet que j'ai suivi. C'était un immeuble où on a livré, on va dire, en 12 mois, R+3 avec un sous-sol. Mais en 12 mois, quand nous sommes entrés dans le projet, mais quand nous sommes arrivés dans le projet, ils avaient déjà 3 à 4 mois de retard. Et le client avait déjà payé, ça faisait 3 à 4 mois. Donc, le client attendait que le... Il attend les résultats? Ouais, il attendait les résultats. Je me rappelle, en son temps, ils avaient fait venir un technicien de la France qui a fait à peine 2 mois, le chantier ne bouge pas. Il y a quoi sur le chantier? Voilà, ils l'ont libéré. Ils ont fait venir un autre
Il a fait à peine, ils ont fait 2 ou 3 mois en train de tâtonner comme ça. Les gens tapent autour. Bon, j'ai pas dit ça comme ça. Mais pendant 2 ou 3 mois, voilà, les choses ne bougeaient pas. Et moi, quand ils m'ont fait appel, quand j'ai compris un peu le contexte, j'ai vu qu'il y avait un gros retard. Et ça faisait presque de 3 à 4 mois que la personne avait déjà reçu l'argent. J'ai fait des propositions, comme je vous ai dit. On a organisé le chantier en 2 équipes, avec une équipe de jour, une équipe de nuit. Et en moins de 3 mois, on était déjà en élévation déjà. Wow. Voilà. En 3 mois, on était déjà en élévation avec tout un système derrière en atelier pour anticiper certaines tâches à l'étage. Vous permettez que j'aille plus loin? Oui, Bien sûr. Dans la construction d'un immeuble, je vais utiliser un peu des thèmes techniques. Dans la construction d'un immeuble, il y a, par exemple, si vous êtes en train de construire en dalle pleine, c'est pas ce cas. Mais si vous êtes en train de construire dans avec des coques creux, les coques creux, si vous voulez, peut-être vous avez déjà vu ça sur un chantier. On fait la dalle et puis on a l'impression qu'on voit des briques dedans. Voilà, on voit des briques dans la dalle. Les coques, voilà, les coques creux, c'est ça. Donc, ce que nous on fait, c'est quoi? La particularité avec les dalles creuses, on va dire qu'on coule une dalle, il faut 21 jours avant de la décoffrer. Souvent, d'autres disent 28 jours même, pour être plus sûr. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce projet, on avait des coques creux. L'avantage des coques creux, c'est qu'il y a des éléments qu'on peut préparer avant. Parce que le béton, quand il est coulé, il a besoin au moins de 21 jours pour atteindre sa maturation. Donc, une dalle, avant de la décoffrer, c'est 21 jours. Il n'atteint pas sa pleine maturation à 21 jours. Mais à partir de 21 jours, il a déjà la force nécessaire pour pouvoir commencer à travailler. J'espère que ce n'est pas trop technique. Ça peut aller. Bon, moi, pour moi, ça peut aller. On comprend. Donc, ce qu'on a fait sur le projet, c'est que tous les éléments qui tiennent la dalle ont été préfabriqués en atelier. Et quand on arrive à l'étape de la dalle, on vient, on les soulève, on les pose. Donc, au lieu de découvrir la dalle à 21 jours, avec d'autres petites techniques qu'on a rajoutées, on commençait le découpage à 7 jours. 7 jours? Ouais. Waouh. 7 jours. Ok. On découvrait la dalle à partir de 7 jours. Donc, du coup, à 7 jours, tu as une dalle. Ou d'autres ont une dalle en un mois. Oui. Donc, à 7 jours, tu décoffres, tu commences à préparer le dalle. Ça vous fait gagner du temps. Énormément de temps. Waouh. Parce qu'après les finitions, ça prend plus de temps. Oui. Donc, le bâtiment est... Enfin, on a fait un truc pour impressionner le client, il était très rassuré. Donc, on est allé en poteau, non, en poteau, on fait sortir le poteau, la dalle, poteau, dalle. En moins de quelques mois, son bâtiment a agi. Donc, ça a baissé considérablement la pression. Et c'est maintenant qu'on a commencé les travaux de finition, qu'on peut un peu plus de temps. Mais après, on a fini en un an. Mais pourquoi les finitions prennent plus de temps que la construction? Non, c'est le niveau de finition. Moi, j'ai grandi dans une école où tant qu'on n'a pas atteint la perfection, on peut reprendre même 3 fois s'il le faut. C'est dans cette école-là que j'ai grandi. Donc, les finitions, il faut prendre le temps. Si c'est juste crépir les murs, mettre la peinture, poser les carreaux rapidement, puis partir, ça peut finir plus vite. Quand je vais prendre l'exemple des carreaux pour que vous puissiez mieux comprendre. Dans cette pièce, on doit poser des carreaux. Il y a ce qu'on appelle le calpinage. Le calpinage va consister à disposer les carreaux dans la pièce comme si c'était déjà posé avec la colle. D'accord. Quand je dispose les carreaux dans ma pièce, tout de suite, je vois tous les défauts de la pièce. C'est-à-dire, s'il y a des carreaux qui font un peu cette forme triangulaire, ça commence peut-être à 10, ça finit à 30. Vous voyez, non, on peut avoir ces défauts. Donc, ça veut dire que le mur n'est pas droit. Donc, pour ceux qui veulent faire des travaux de finition à ce niveau, quand ils voient ça, c'est normal que les travaux ne finissent pas vite. Parce qu'ils veulent trouver le bon calpinage, le bon agencement, pour ne même pas qu'on sente qu'il y a des défauts de mur. Donc, c'est vraiment un travail. Donc, vous allez voir, les gens posent carreaux. Dans d'autres, qu'on pose carreaux, c'est fini. Oui. Mais bon, après, il y a les carreaux qui sont dans le détail, là. Ouais. Mais pour ceux qui sont dans les détails, parce que, par la grâce de Dieu, j'ai quand même participé à des travaux de plusieurs autorités. Faut pas t'amuser. Faut pas t'amuser. Non. T'as t'amusé, tu vas poser des carreaux dans une chambre, dans son salon, et puis tu as un morceau qui n'est pas bien fait à la fin du mur, mais tu vas apprécier. Donc c'est pour ça que ça prend du temps.
Vous voyez un Si peu. je dois construire ma maison, c'est vous que je dois appeler. Parce que moi, je suis comme ça aussi. Je suis beaucoup dans les détails. Je remarque tout. Donc, c'est un peu ça. Mais il faut être prêt aussi à payer. C'est important de le préciser. Ok. Et quels sont les derniers contrôles à effectuer avant la livraison d'un projet? Ok, il y en a plusieurs. Mais je vais donner vraiment des... comme vous avez parlé de avant la livraison des projets. Déjà, quand on finit un bâtiment, les éléments les plus délicats, il y a la plomberie. Ok. Donc, il faut faire les tests d'étanchéité de toutes les installations en lien avec la plomberie. Ok. Ça va consister, avant de poser les robinets, avant de poser tout ce qui est robinetterie dans la maison, ça va consister à mettre des bouchons. Dans toute la maison, vous bouchez tous vos réseaux et puis vous mettez votre tuyau sous pression. Vous pouvez juste mettre aussi, c'est-à-dire on remplit toutes les conduites d'eau. Et il y a un appareil qu'on connecte qui permet d'indiquer, vous voyez un peu comme l'appareil qui est sur les bouteilles de gaz. Le gaz là-bas, oui. Quand le gaz est ouvert, oui. l'aigu monte comme ça, vous voyez un peu, c'est la même chose. Donc vous mettez votre tuyau sous pression. Après 72 heures, on peut aller à 48 heures, 62 heures, 3 jours, vous devez avoir le même indicateur. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc si ça descend, ça veut dire qu'il y a des fuites. Donc vous commencez à checker pour voir là où il y a des fuites. S'il n'y a pas de fuites, vous pouvez commencer à mettre vos robinetteries. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut faire à la fin. C'est bon? Oui. Donc les tests d'étanchéité des installations de plomberie. La deuxième chose, il faut faire vérifier vos installations électriques, pas par votre électricien, puisque c'est lui qui a fait les travaux. Voilà, les gens ne le savent pas. Comment? Non. C'est lui qui a fait les travaux. C'est lui qui a fait les travaux. C'est lui qui doit constater les dégâts ou pas. Et puis on va valider. J'ai une cliente, par exemple, qui me fait entièrement confiance. Oui. Elle nous a confié, on est en train de faire son projet actuellement, son projet d'immeuble. Mais malgré qu'elle nous fait confiance, son mari a décidé de nous contrôler avec Bureau Veritas, qui est un cabinet de normalisation des risques. C'est ça, oui. Donc nous, on a produit des documents, des travaux qu'on va exécuter. Et Bureau Veritas a validé toutes les études qu'on a proposées, quasiment sans observation. Et nous sommes en train d'exécuter. Ce n'est pas parce que tu fais confiance à quelqu'un qu'il a fait des travaux d'électricité que tu ne dois pas le contrôler. L'électricité, c'est très délicat. Et ce n'est pas un contrôle comme si on va prendre Bureau Veritas. Non. En général, quand on finit un bâtiment, on fait intervenir le LBTP, c'est un laboratoire en Côte d'Ivoire, qui est un département qui vient faire ce qu'on appelle la sécurelle. Oui. Je sais que vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, ils vont envoyer un spécialiste quand votre projet est fini, et puis il va juste vérifier vos installations pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie. Ils viendront avec des appareils, ils vont juste vérifier les installations. Les cabinets comme Bureau Veritas, Socotec, excusez-moi, je ne fais pas de publicité, mais ce sont des cabinets qui peuvent aussi le faire. Ça, ce sont des cabinets privés. Mais le LBTP, en collaboration avec la CIE, ils viennent, ils vérifient vos installations. Vous êtes sûr que l'électricien a vraiment bien travaillé. Donc, il faut toujours faire vérifier par une autre personne. Ouais. Ça, c'est pour l'électricité. L'électricité. La dernière chose, on ne pourra pas tout dire. Oui. La dernière chose, c'est de faire ce qu'on appelle des plans de récollement. Les plans de récollement vont consister à faire la mise à jour, parce que le plan à l'étude peut ne pas être le plan, c'est-à-dire qu'on finit d'exécuter, ça peut ne pas être le plan définitif. Vous savez, avec les femmes, on a validé un plan, mais sur le terrain, elle va se dire, ah, mais je ne pensais pas que ma cuisine était petite comme ça. Entre c'est ce qui est sur le plan. Ah, c'est que ce sont les clientes femmes là. Non? Voilà. Non, elle, la cuisine, la chambre principale. Non, est gâté. Hein? Non, c'est pas gâté, au contraire. Donc, vous savez, la cuisine, il faut faire attention à ça. Sinon, on risque de pas acheter ton bâtiment parce que la cuisine n'est pas grande. Vous voyez un peu. Donc, pendant les travaux, il peut y avoir des réajustements. Okay. Par exemple, il y a un mur qui a bougé. Quand un mur bouge, ça affecte l'électricité. Okay. Voilà. Donc, il peut y avoir quelques petits réaménagements pendant les travaux. Mais l'erreur à ne pas commettre, c'est de finir les travaux sans faire. Le plan de récollement, c'est juste faire la mise à jour de tout l'ensemble des plans avant de partir, que vous devez remettre au propriétaire. Là, en cas d'intervention, les plans de récollement permettent de retracer exactement tous les réseaux qui avaient été installés. Si c'est un problème d'électricité,
Quand il prend les plans de récollement, il sait, c'est vrai, au départ, voici les plans qu'on avait, mais finalement, voici ce qui avait été exécuté. Donc, sur la base des plans de récollement, il peut se retrouver facilement, mais ce n'est pas le même électricien. D'accord. Je vais aller plus loin. Oui. Dans le bâtiment, il y a, comme on appelle ça, un coffret électrique qu'on voit souvent dans notre maison. Oui, oui. Avec les DPN, des trucs qu'on montre comme ça, on fait descendre. Voilà, souvent les gens ne le font pas, mais normalement, sur ces DPN-là, on doit pouvoir écrire en fait, les DPN correspondent à quelle pièce. Par exemple, ça concerne les... Au salon. Voilà, le salon, et peut-être si c'est les clims et tout, on précise. On peut mettre des petits scotch à papier en écrivant là-dessus. Parce que le jour que vous avez un problème, par exemple, dans la cuisine, vous savez quels sont les DPN à faire descendre pour isoler, en fait, la pièce. Oui. Donc, souvent, c'est pas écrit. Voilà. Avant que l'électricien arrive, si vous ouvrez juste le coffret, même pour un particulier, il sait que ici, ça, c'est le clim de la chambre. C'est ça qui a problème. Il fait descendre. Aussi simple. Donc, souvent, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut... Non, mais nos maisons d'avant, là, on n'a pas fait ça. Donc, oui, mais les choses évoluent. Sont positionnées comme ça. Quand il y a un problème, tu fais tout descendre pour chercher la panne. Les choses. Grâce à M. Naïf, vraiment. On va commencer à identifier les différentes salles. Ok, M. Naïf, dites-moi, est-ce qu'il est arrivé un moment où vous avez construit la maison et le client est venu, non, ça ne me plaît pas, on casse, on reprend tout à zéro? Cassé. Bon. Ça dépend. C'est pour ça qu'on leur demande d'être toujours sur chantier pour voir. Vous-même, vous êtes venu, vous avez constaté que les ouvriers n'ont pas fait ce que vous avez demandé. On reprend tout à zéro. Déjà, on va essayer de recadrer un peu. Quand on commence un projet, il y a des plans. Oui. Si le client, pendant les travaux, on a fait un mur qui est conforme au plan, qui vient casser, c'est son droit. Il y aurait une incidence financière. Si c'est nous qui avons fait le plan, qu'il a validé, et pendant les travaux, il dit par exemple, je ne voyais pas ça comme ça. Parce que souvent, les particuliers, en fait, le plan et la réalité, souvent, sont différents. Voilà. Donc, si c'est conforme au plan qui vient casser, normalement, c'est comme des travaux supplémentaires. Il y aurait une incidence financière. Ok. Mais si c'est lié, je veux dire, à la malfaçon, les maçons n'ont pas bien travaillé et tout, que le propriétaire demande de casser. En tout cas, si moi j'ai vu avant qu'il me voie, ça sera cassé avant. Voilà. Mais s'il vient, qu'il a vu avant moi qu'il signale, ça, on ne fait même pas de débat là-dessus. On répond rapidement et puis on passe à autre chose. Mais on travaille à éviter ça au maximum parce que ça fait des pertes pour l'entreprise. C'est pas ce que vous voyez. Oui, je vois. Voilà. Donc, pour mieux, ça c'est une question que je voulais savoir, hein, pour garantir que la demande du client est conforme à ce qui est sorti de terre, vous vous basez sur... Non, déjà, c'est vrai que c'est un document qui n'est pas tellement connu dans l'immobilier, dans certains projets de l'immobilier. Les professionnels, quand vous prenez les marchés publics, vous allez voir que quand des travaux doivent commencer, il n'y a pas seulement que les plans. Il y a aussi, je peux utiliser le mot cahier des charges, ou un sort de descriptif des travaux. Ça. Normalement, un client à la fin qui va dire qu'il est satisfait ou pas, il peut ne pas être satisfait. Mais si vous avez exécuté les travaux conformément à votre cahier des charges, conformément à votre plan, vous n'avez rien à vous reprocher. Maintenant, il peut ne pas être satisfait parce qu'il n'a pas vu ça comme ça. Parce que la projection sur le plan n'est pas pareil qu'on est dans la réalité. Ça, c'est un. Deux, ce que nous on fait, le gros œuvre, c'est vrai que le client qui n'est pas forcément sachant, on ne rentre pas dans trop de détails techniques avec lui. On s'assure que l'ouvrage soit fait vraiment dans les règles de l'art. Par contre, dans les finitions, on l'implique. On implique le choix du client dedans. Oui, on implique. Parce que tu chiffres du carrelage, je dis n'importe quoi, à 10 000 francs le mètre carré. Donc, si dans ton budget, à 10 000 francs le mètre carré, peut-être c'est des carreaux de 5 000 ou de 6 000 francs que tu as prévu acheter. C'est pas parce que tu as prévu acheter des carreaux de 6 000 francs que tu vas lui imposer des carreaux, non. Tu viens, tu lui proposes dans le même ordre de prix 2 ou 3 types de carreaux. Il faut qu'il valide. C'est pour éviter ça en fait. S'il a validé les carreaux, il n'y a pas de raison qu'il vienne dire non, les carreaux ne me plaisent pas. Parce que tu l'as associé au choix des carreaux. Oui. La peinture sur les plans, les vues 3D,
sur la réalité, souvent, ça peut être différent. Donc, on peut faire des planches. C'est-à-dire, vous faites plusieurs propositions. On peut prendre cette pièce, on prend un petit panneau, on lui dit, voici la couleur qu'on veut mettre à l'intérieur. Proposition 1, proposition 2, proposition 3. Il valide la proposition. Quand il valide la proposition, sur le chantier, on ne met pas la peinture dessus vite. On finit toute la maison avec la proposition qu'il a validée. Le point de mur, on a fait la proposition là. On va faire sa peinture là à la dernière minute. Si le client ou la cliente dit, c'est pas ça, on dit, voici ce que tu as validé. Donc, on fait des propositions comme ça. Vous voyez un peu. Oui. Il y a quoi encore sur les éléments sur lesquels on peut avoir des sujets de discussion? Peut-être la hauteur des portes. Voilà, il y a des clients qui aiment des portes qui sont très hautes. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut vraiment bien clarifier dès le départ. Sur les plans, si c'est une porte standard de 2,20 m et arriver sur le terrain, dit non, j'aurais voulu que la porte soit plus grande. Ça, normalement, c'est lui qui va payer. Mais si sur le plan, c'est une porte de 3 mètres, que vous avez fait une porte de 2 mètres, il a le droit de réclamer sa porte de 3 mètres. Une fois que le projet est terminé, ça vous prend combien de jours pour donner les clés aux clients? Non, chez nous, quand le projet est terminé, on remet les clés en même temps. Vous ne faites pas un suivi Post-livraison, oui. Il y a ce qu'on appelle la garantie. On ne voit pas ça trop dans les projets avec les particuliers où je vais dire, ils ne savent pas. Quand vous prenez les marchés publics, vous ne pouvez pas finir de construire une école pour l'État de Côte d'Ivoire et l'État de Côte d'Ivoire paye tout votre argent dès que vous finissez. Ils vont payer le reste de votre argent peut-être 1 an après. Ça, c'est pour les projets de construction de bâtiments. Pour les ponts, là encore, ça peut aller jusqu'à 5 ans, 10 ans de responsabilité. Tous les projets que vous voyez, l'État de Côte d'Ivoire ne paye pas intégralement l'argent des entreprises à cause de la garantie. C'est quand l'ouvrage est totalement livré qu'il paye la totalité de l'argent. Donc, pendant cette période de garantie, s'il y a des problèmes, l'entreprise intervient. En général, à ses frais. D'accord. Et ça soit un peu. Oui. Donc, pour un particulier qui vient, nous, dans nos contrats, on est garant de l'ouvrage pendant au moins 6 à 12 mois. Je dis 6 à 12 mois, ça va dépendre en fait des clauses. Parce que si c'est un client dont le budget est trop serré, on essaie de voir comment on peut l'accompagner. On va essayer de voir combien de temps on peut prendre l'engagement. Mais les clients qui sont flex, qui ne parlent pas beaucoup, comme les Maricona, on peut aller jusqu'à 1 an même. Là, quels que soient les propos, dès qu'ils nous appellent, on s'organise et s'il y a des réparations, on les fait. Et à la fin, on leur propose même. Il y a une cliente, par exemple, moi je lui ai proposé que vous nous remettez notre retenue de garantie à la fin. C'est-à-dire après, je crois que c'était 6 mois. Après les 6 mois. Elle dit non, monsieur Inaï, je préfère vous remettre votre argent. Je lui ai dit, ça ne veut pas dire que si vous nous appelez, on ne va pas répondre. On va répondre. Mais idéalement, c'est bon de faire une petite retenue. Au moins de... Bon, je ne vais pas dire de taux ici, je ne sais pas qui va écouter ou pas, ils vont m'attaquer. Sinon, ça peut aller de 3 à 5%. Si le projet est bien chiffré, peut aller qu'à 10%. Okay. Voilà. Donc, faites cette petite retenue, au moins sur, on va dire 3 mois, 3 à 6 mois. Et c'est avec ça que vous tenez la personne. Mais si le montant n'est pas sérieux, oui, il peut ne pas venir, il peut dire bon, couper dans l'argent. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il soit responsable de l'ouvrage qu'il a exécuté. Voilà. Mais pour une entreprise de construction qui se respecte, normalement, quand on l'appelle pour dire, ah, il y a un petit souci, elle doit pouvoir répondre dans la période de garantie. Mais il y a une précision aussi à faire à ce sujet. Parce que souvent, vous livrez la maison, le propriétaire peut venir faire des travaux. Vous n'êtes pas au courant. Voilà. S'il fait des travaux, il vient, il dit non, ici, il veut agrandir, il casse des trucs, et vous n'êtes pas au courant. S'il y a un problème, si après inspection, on voit que c'est lié à ces travaux-là, vous n'êtes pas responsable. Oui, ça, voilà. C'est un peu ça. Donc, il faut en tenir compte aussi. Vous êtes plus à l'aise dans quel type de construction? Immeuble ou villa? Je suis très à l'aise dans les immeubles. Dans les immeubles? J'aime les immeubles. Les immeubles sont risqués, hein? Oui, j'aime le risque. J'aime les immeubles. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Quand on a des fissures dans les murs, là, ça explique quoi? Qu'est-ce qui provoque ça? Les immeubles. Les fissures dans les murs. Déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous construisez un immeuble, vous faites un cumul de charges. Ok. Donc, vous cumulez des charges. Le fer, le gravier, les briques. Vous superposez toutes ces charges-là. Et vous les mettez ensemble. Et vous dites, quand vous finissez, à partir d'aujourd'hui, vous formez une entité.
Donc, ils sont pas habitués à être ensemble. C'est ça. Donc, je prends ça comme ça pour que vous compreniez. Ça clair. Donc, le temps qu'ils vont commencer à s'habituer, ah, toi, tu es mon voisin. Le temps qu'ils vont commencer à s'habituer au fait qu'ils sont ensemble et ils constituent le bâtiment, c'est ça qui occasionne les disputes. En fait, des gens ont dit, il faut que le bâtiment s'asseye. C'est ça. Même. Voilà, C'est ça. vous avez travaillé dans des conditions, vous devez livrer dans des délais et tout, c'est normal. Après, s'il y a des fissures, quand ça sort, 3 mois, 6 mois après, on vient, on les traite. Si les fissures sont bien traitées, normalement, il n'y a pas de problème après. Et c'est dangereux ou pas, les fissures? Non, il y a plusieurs types de fissures. Ok. Si c'est une micro-fissure, par exemple une fissure qui est juste Fine, qui est fine, mais voilà. est-ce qu'elle est longue? Tant qu'elle est fine, C'est ok. quelle que soit sa longueur, Il n'y a pas de c'est une problème. micro-fissure. Ok. En fait, les fissures peuvent être liées au crépissage. Peut-être la portion de sable qu'ils ont pris dans le mélange. Vous avez un immeuble à crépi, on vous livre peut-être 50 voyelles de sable. Il peut y avoir des petites portions dans le sable qui ne sont pas forcément de qualité. Peut-être une brouette, 2 brouettes. Donc, on a crépi la partie et la partie de sable là n'a pas adhéré au ciment. Donc, quand ça se relâche, ça crée en fait des fissures. Ça, c'est un. Les micro-fissures sont liées aussi au fait que quand on met de l'eau dans le crépissage, là, peut-être si le matin, il était très inspiré à 8 heures, il a mangé son gaba, il dose bien l'eau. Mais vers 15 heures, la température commence à descendre. Il peut mettre l'eau comme ça, là, va-vite. Donc, souvent, le retrait trop rapide de l'eau dans le crépissage peut aussi après engendrer. Tant que c'est une fissure qui est dans le crépissage, dans les briques, ça va. C'est facile à gérer. Ok. Mais si vous avez une fissure, derrière votre bâtiment, si vous avez une fissure qui est dans une pièce, qui traverse la pièce, et puis vous avez l'impression même qu'elle est en train de tracer aussi le sol, Waouh. ça, C'est c'est pas ce bon. que j'appelle macro-fissure. C'est une fissure qu'il faut regarder de près. Mais c'est les petites fissures dans le bâtiment, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes plus à l'aise dans les bâtiments. L'un des bâtiments que vous avez mis sur pied était à R plus combien? Abidjan, déjà au Sénégal, un R plus 2 avec un penthouse. Abidjan, un R plus 3 avec un sous-sol, un R plus 2 avec un sous-sol. Là, on est en train de construire encore un R plus 3 avec un sous-sol. Vous êtes aussi dans la sous-région. Dans la sous-région, on a travaillé, non, pas nous. Moi, en tant que consultant au Sénégal, c'était en tant que consultant. Ok. Voilà. C'est pas l'entreprise qui est intervenue, voilà. Mais si actuellement, vous m'appelez pour un projet de la sous-région, je peux intervenir. Parce que cette expérience m'a permis de savoir qu'on peut aussi apporter notre expertise dans la sous-région. Voilà. Donc, C'est pas la même terre en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal. Hein. Il y a des experts là-bas. Je me rappelle, là où il y a eu la CAN au Cameroun. Voilà. J'étais allé en visite d'expertise au Cameroun. On était allé voir le terrain des grands footballeurs du pays. C'est naïf. Ok. Un grand footballeur du pays. On a eu la grâce de le rencontrer, de prendre des photos avec lui et tout. Ok. Voilà. C'est le génie civil, c'est pareil, en fait. Ils ont les mêmes réalités. Et après, on s'est pas entendu sur les questions de coût. Mais je vais dire, techniquement, si on devait travailler là-bas, c'était les mêmes méthodes. On allait travailler avec les laboratoires, les ingénieurs qui sont sur place et tout et tout. Peut-être il y a des choses qu'on allait faire à Abidjan par mesure de sécurité. Mais il y a beaucoup de choses qu'on allait faire sur place. En termes d'ouvriers, il allait déplacer peut-être mes chefs d'équipe et tout le reste allait, le recrutement allait se faire sur place. C'était un peu ça. Il faut combien, ça, sans... Vous avez vous vous asseyez. Il faut combien concrètement pour faire soit une villa, chambre-salon ou 2 chambres-salon? Je pense que Isaac a un projet de construction, mais il nous dit pas tout. Il faut Mais combien? moi, je suis prêt à prendre le chèque aujourd'hui. Franchement, Je vais vérifier pour il voir si insiste. mon cachet est dans mes affaires. Ça va pour le- Oui, allez-y. Donc, je demandais, il faut combien pour avoir une villa, 2 chambres-salon? Ok. Avant de répondre à la question, c'est ça qui justifie maintenant notre présence sur les réseaux sociaux. Ouais. En fait, il y a un mythe autour de la construction. On pense que la construction coûte cher. En réalité, la construction ne coûte pas si cher que ça. Sérieux? Voilà. Les gens veulent des grandes maisons. En fait, la construction, je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui veut construire une maison sur 300 mètres carrés, sur un terrain de 500 mètres carrés, il a 500 mètres carrés, et puis il veut que sa maison fasse 300 mètres carrés. Donc, je vais prendre Georges.
Elle a un terrain de 500 mètres carrés. Elle veut que sa maison soit très grande. Elle est partie à Dubaï, elle a vu une maison très grande. Elle veut que sa maison soit grande comme ça. Oui. 300 mètres carrés. Une villa, une villa base de 5 pièces. Vous aussi, le même projet. Vous avez 500 mètres carrés. Vous voulez que votre maison soit construite là-dessus, mais vous avez un budget. On doit optimiser en fait en termes de coût. Ok. Donc nous, on va vous proposer un projet de villa base de 5 pièces en tenant compte de votre budget. Peut-être ça ne fera pas 300 mètres carrés comme pour Georges. Peut-être on sera à 100, 150 mètres carrés. Mais on va rentrer dans votre budget. Elle, où vous allez peut-être dépenser 30 millions, elle va dépenser le double pour les mêmes 500 mètres carrés. Elle dira, mais ici aussi c'est 500 mètres carrés, et lui là-bas vous avez fait à 30 millions. Ça c'est au cas où elle est informée. Mais ici moi aussi 500 mètres carrés, la même 5 pièces, vous me faites à 50 à 60 millions. La question c'est est-ce que ce sont les mêmes surfaces? Non. Ce qui coûte, c'est l'emprise que votre bâtiment occupe. Chez nous, à partir de 14, 15 millions, on peut déjà vous proposer un plan de 2 chambres salon. Ok. Tout fini, clé en main. 14 millions. À partir de 14, 15 millions, on peut déjà vous proposer Vous avez dit quoi? 2 chambres salon. 2 chambres salon. Sans les coûts du terrain. Ça suppose que vous avez déjà votre terrain. Ok. Voilà. Le projet clé en main, les plans, les études, la construction. Et 15 millions, c'est avec les imprévus? Avec les imprévus, on peut déjà vous proposer, à partir de 14-15 millions, une villa base de 2 chambres salon à partir. D'accord. Pour une villa duplex. On vient vers vous bientôt. Pour une villa duplex, on va dire à partir de 35-40 millions. Ok. On peut déjà... Si votre budget est serré, même à 30, même si on se concentre bien, on peut. Est-ce qu'on ne fixe pas les prix de ces constructions en fonction des zones? On ne fait pas ça. Non, quand c'est une villa... quand c'est une villa personnelle, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour faire allusion aux zones, il y a ce qu'on appelle le coefficient d'éloignement. Les prix que nous faisons, c'est par rapport à Abidjan. Une villa, si votre terrain est à Abidjan, qu'on fait un projet de 30 millions à Abidjan, que vous voulez le même projet, par exemple, à Odjéné, il va avoir ce qu'on appelle un coefficient d'éloignement qu'on va affecter au coût global. Parce qu'il y a la distance, il faut déplacer le personnel. Parce que ceux qui revendent le ciment là-bas, eux tous ils prennent ça à Abidjan. Donc, le coût du ciment tient compte du transport. Donc, une villa de 30 millions qu'on va exécuter à Abidjan, à Odjéné, peut-être peut revenir à 35 ou 36 millions à cause de la distance. D'accord. C'est cela votre question, non? Oui, voilà. Mais après, ça c'était aussi à l'intérieur. Oui. Mais par rapport aux différentes communes. Je dis n'importe quoi, la personne a son terrain en zone 4, sachant que zone 4, c'est un peu une zone de luxe même. On vient voir Monsieur Naï, dès qu'il sait que le client a son terrain en zone 4, il va fixer le prix de la construction. Ce sera différent de peut-être Yopougon. Non, déjà, quelqu'un qui est en zone 4, au Vallon, qui vient nous voir pour un projet, nous on va lui proposer. On va lui dire, on ne peut pas faire un projet éco c'est ça, dans cette zone. C'est vrai. Okay. Mais s'il dit c'est ce qu'il veut, on va le faire. Ok. Nous, on va lui proposer de faire un projet qui peut bien vendre. Parce que ce que nous, on fait, on ne dit pas à la personne, donne-nous tes 30 millions, on va construire. On essaie de travailler de sorte à ce que quand il met ses 30 millions, qu'est-ce qu'il gagne après? Donc, en zone 4, quand tu vas lui montrer le potentiel qu'il y a là-bas, quand il va voir que si c'est des appartements qui peuvent vendre à tel prix, ou bien il peut louer à 1 million, à 2 millions, quand tu lui présentes ça comme ça, et tu lui dis, voici le projet que je vous propose, qui va coûter un peu plus cher. Mais quand on finit, vous pouvez louer à 2 millions, à 3 millions. Mais il y a une bonne motivation. Mais si tu viens, tu lui dis non, comme ces billetteries là, ça sera cher. Il va passer à autre chose. C'est ça. Voilà. Pourquoi ça sera cher? Parce que vous voulez élever le niveau de la construction. En termes de finition, en termes de qualité des travaux exécutés. Mais par derrière, il peut louer ça beaucoup plus cher à cause du standing. Donc aussi, tout dépend de l'objectif du client. C'est ça. Ok. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet clé en main aujourd'hui? Pour sa maison, pour une promotion immobilière? Dans les deux cas. Dans les deux cas. Déjà, pour les promotions immobilières, le constat que je fais, il y a beaucoup de programmes immobiliers qui se passent bien avec des professionnels. Mais pour les entreprises qui ont un programme immobilier, il faut de plus en plus essayer de travailler comme des professionnels.
je prends toujours l'exemple, en fait, des marchés publics parce que dans les marchés publics, il y a, comme vous allez voir sur le panneau de chantier, il y a l'entreprise générale qui fait les travaux. Il y a le client, souvent qui se fait accompagner par un spécialiste. L'État des Côtes d'Ivoire en général, ça peut être le BNet, ça peut être l'AGEROUTE et tout. Donc, ce même modèle-là, on peut l'implémenter quand vous avez déjà 20 villas que vous voulez construire. En tant que promoteur, si vous n'êtes pas un expert de la construction, vous prenez une entreprise qui vous accompagne. Ayez un cabinet de contrôle. Les cabinets de contrôle ne coûtent pas cher. Ça peut être un cabinet, ça peut être quelqu'un que vous prenez peut-être en freelance, une personne qui est du métier, avec qui vous avez un contrat de consultance qui vient contrôler. En fait, l'idée, c'est d'avoir les rubriques sur votre projet. Donc, j'ai un constructeur, mais par derrière, je sais qu'il y a quelqu'un qui vient contrôler le travail qui est fait et tout et tout. Donc, ça va permettre d'encadrer, en fait. Et après, il aura un projet clé en main qui sera réussi. Ça, c'est la première des choses. Pour les particuliers, dès qu'ils ont l'idée, c'est déjà associer un professionnel. Il faut qu'il y ait un architecte, il faut qu'il y ait un constructeur un peu comme nous autres. Voilà, vous venez, voici mon idée. J'ai tel terrain dans telle zone, mon budget, je ne sais pas pourquoi chez nous ici, là, nos parents, quand on leur demande quel est votre budget, ils n'aiment pas donner. Ils ont peur. Ça, c'est une question. Non, c'est pas la peur, mais en Afrique, on aime cacher les choses. Ils disent toujours entre temps et temps. Voilà. Donc, nous, souvent, on insiste tellement, on dit, bon, si vous ne voulez pas nous dire le montant exact, au moins, dites-nous, donnez la tranche budgétaire. Parce que le truc, c'est quoi? Quand tu ne donnes pas le budget, nous, on travaille avec des hypothèses. Ce qui donne un montant, point de vue, c'est des hypothèses de calcul. On dit, bon, on suppose que, en fonction du plan que vous avez envoyé, nous, on va avec nos hypothèses, on se dit, bon, on peut prendre des carreaux de 4 000 ou de 5 000. Peut-être je vais mettre des carreaux de 3 000. Nous, on ne sait pas. Oui. Entre nous, dans nos hypothèses, on prévoit des carreaux de 4 000 ou de 5 000. Peut-être même des 10 000. Mais toi, dans ton hypothèse, c'est carreaux de 3 000 qui passent. Il s'est dit, il est venu donner tout mon budget, ils vont finir mon argent. Voilà, mais quand on travaille une hypothèse où on te dit c'est des carreaux de 10 000, entre toi et ton budget, c'est carreaux de 3 000. Il y a carreaux de 3 000, même 2 000, 2 500, mais si on fouille bien. Ça, c'est pas la qualité, hein. Non, c'est carreau. Vous parlez comme un boy ivoirien. Carreau, c'est carreau. Voilà, vous voyez un peu. Non. Donc, quand vous donnez plus ou moins la tranche budgétaire, et puis, on vous accompagne déjà sur l'idée. Donc, il faut matérialiser maintenant l'idée en termes de plan. On fait un draft de projet, et il y a plusieurs séances. Quand le draft de projet est validé, on fait les démarches administratives pour avoir le permis. Les devis sont connus, bien sûr, dans la fourchette budgétaire que vous avez donné au départ. Et les plans sont faits en fonction. Et après ça, maintenant, les travaux commencent. Celui qui vous a conseillé, idéalement, si les constructeurs, c'est mieux de le laisser continuer. Mais s'il n'est pas forcément constructeur, il peut rester là comme un conseiller pour contrôler le constructeur que vous allez choisir après. Là, vous avez pensé le projet, il vous a accompagné jusqu'aux démarches administratives. Maintenant, après, le constructeur, quand il l'exécute, lui, il peut s'assurer que c'est fait comme à l'idée initiale, en fait. D'accord. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Moi, j'ai une question. Je suis une cliente, je viens vers vous, je veux construire ma villa à base de 5 pièces. Vous me dites que ça fait 60 millions. L'apport initial que je verse. Pardonnez. C'est pas 60 millions, c'était un exemple. Allez-y. D'accord. Donc, on va dire 60 millions. L'apport initial sera de combien en termes de pourcentage? Pour démarrer les travaux. C'est ça. Nous, on propose un calendrier de décaissement. OK. Voilà, en général, au début, on propose 30 à 40% pour être très à l'aise parce que ça rentre beaucoup plus dans les approvisionnements. OK. Voilà. Un client qui te donne 10 millions, quand tu prends 20 tonnes de ciment, tu es déjà à près de 2 millions. OK. C'est-à-dire quand tu prends le ciment, le gravier, le sable, facilement 5-6 millions sont déjà partis quand tu finis de payer l'avance de démarrage des ouvriers. Donc ça va vite. Quand il y a l'installation du chantier, il y a pas mal de choses. Voilà, donc en général, on propose 30 à 40%. Maintenant, quand on propose ça, on dit avec ce montant, on sera à tel niveau d'avancement. Et maintenant, on étale le reste de l'argent en fonction de sa capacité. Si la personne a déjà l'argent, s'il dit son projet en 3 mois, on étale le reste sur 3 mois. OK. Si la personne dit l'argent vient au fur et à mesure, je vais faire mon projet sur 1 an, le reste de l'argent, on étale ça sur 1 an. Ça peut être des décaissements mensuels et qui doivent correspondre à un niveau d'avancement. Donc, tant qu'on n'a pas atteint ce niveau d'avancement, on ne déclenche pas le prochain palier de décaissement. OK. C'est comme ça. OK. Voilà. Et est-ce que vous avez une anecdote marquante? OK. C'était un projet clé en main. OK. C'était un projet clé en main. C'était un chantier qui était très difficile.
voilà, où on a participé à l'intérieur du pays et on a fini le projet. Dans le projet, on avait quelqu'un qui intervenait aussi dans la décoration d'intérieur. Ok. Et aussi, on a apporté notre expertise pour pouvoir réussir le projet. Et quand on a fini, on a tout fermé, un peu quand tu veux faire une surprise à ton épouse quand elle a fini de te faire au moins les 4 enfants que tu as demandé. Hein? Voilà. Et on ouvre le salon. Regarde. Waouh, c'est beau parce qu'on a mis la climatisation, le fauteuil, la télé, tout était déjà là. J'étais déjà impressionné. On allait, on a regardé dans les chambres et tout. En tout cas, j'étais très content. Et quand on est arrivé maintenant au niveau de la cuisine était très grande, tout équipé. Et c'était vraiment des gars très calés, très chers aussi qui ont travaillé sur le projet. Quand on a ouvert la cuisine, la maman a commencé à pleurer. Waouh, Elle de était- joie. Oui, Ok. elle était tellement contente. Elle dit, mais même à Abidjan, j'ai pas ça. C'était dans son village. Elle dit, même à Abidjan, j'ai pas ce niveau de finition là. Et nous, ça nous a fait vraiment plaisir de savoir qu'on a apporté la joie à cette famille, surtout à la maman, voilà, dont la cuisine a fait le, voilà quoi. Alors, j'imagine que chaque fois que un de vos clients voit la réussite que vous avez pu implanter, C'est ça. ça vous apporte. Si, C'est donc ça. pour nous, un projet, j'ai dit, un projet, c'est un bébé. Mhm. Voilà, donc chaque projet, c'est comme si tu engendrais un bébé. Donc il faut bien le faire. Voilà. Mais selon vous, quelles seront les futures tendances dans la gestion de projets clés en main en Côte d'Ivoire? Oui, je pense que j'ai déjà répondu un peu à ça. De plus en plus, que ce soit les particuliers, que ce soit les professionnels, ils doivent, je veux dire, sortir de l'informel. Voilà. Parce que beaucoup de particuliers, aujourd'hui, ils préfèrent travailler avec un maçon. Je suis allé, semaine passée, sur le projet de l'une de mes connaissances. Elle a pris un maçon. C'est lui qui a fait, c'est lui qui était l'architecte, c'est lui qui est le constructeur, c'est lui qui est l'ingénieur, c'est lui qui est tout. Lui seul. Lui seul. Il veut bouffer l'argent, là. Voilà. Et je suis allé, j'ai vu ça. Ça m'a fait mal parce que c'est un terrain qui est en pente. Oh. Le plan, pour moi, il y a eu un gros gaspillage dans la gestion des espaces. Et puis, la pente n'a pas été utilisée au profit de la maison. Mhm. C'est vraiment... Et là, elle m'appelle, vraiment voir comment tu peux m'aider. Bon, et on va l'aider. Mhm. Mais je veux dire, c'est avec beaucoup de pincement au cœur. Ouais. Donc, moi, j'estime que on pense que les professionnels sont chers. Mais les professionnels ne sont pas aussi chers que ça. Mhm. Voilà. Il faut de plus en plus travailler avec les professionnels du métier. Leur dire clairement ce que vous voulez. Et puis, ils verront comment ils peuvent vous accompagner. Ça permet d'avoir des projets de beaucoup, je veux dire, qui répondent aux normes. Et puis, la Côte d'Ivoire est en train de devenir un pays qui n'est pas moindre. Ouais. Donc, de plus en plus, notre manière de construire doit être différente. C'est ça. Ouais. Voilà. Et dans le secteur, ce que je dis, je ne suis pas en train de dénigrer les maçons ou quoi que ce soit. Non. Chaque acteur a son rôle important à jouer. Moi, je serai très bon dans l'étude du projet, mais je ne sais pas monter mur. Mais quand il mur est penché, je sais. Donc, celui qui sait monter le mur, là, on a besoin de lui. Donc, le maçon est incontournable. L'architecte aussi est incontournable. Donc, si tu sautes l'architecte pour faire de ton maçon, ton architecte et ton maçon, c'est sûr que ton projet ne sera pas. Donc, moi, le conseil que je donne de plus en plus, il faut que les gens aillent vers les professionnels, vers les architectes, vers les constructeurs, pour vraiment faire des projets de plus en plus de qualité. Donc, vraiment, vraiment, on sent qu'il y a l'argent dans la construction. On va tous venir. On va construire nos maisons maintenant. Non, il n'y a pas de problème. En tout cas, je tenais à dire merci à Marie-Georges, merci à Isaac, merci à toute la régie et aussi merci à M. Yanamo, voilà, pour l'opportunité que j'ai eu de partager ma petite expérience, voilà, dans le cadre du Caridas de l'immobilier. En tout cas, merci. Merci à vous, Monsieur Naï. Mm. D'accord, donc on va remercier Monsieur Naï. C'est moi qui Franchement, vous ce remercie. podcast-là, j'ai appris beaucoup. Dès qu'on sort ici, je vais au cabinet pour donner mon argent, par la grâce de Dieu. Amen. Merci en tout cas d'avoir accepté notre Il y a invitation. pas de C'était problème. vraiment très, très édifiant et Isaac ne me dira pas le contraire. C'est ça. Et je sais que les personnes qui vont suivre seront très édifiées. Par la suite, ils vont vous contacter, ça c'est Non, il y a sûr, pas de parce problème. que vous êtes un expert et puis ça a félicité. Y a pas de À problème. nos abonnés, on va vous demander de rester connectés et de suivre cette émission. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.